La liste est tombée. Didier Deschamps a dévoilé les 26 joueurs pour représenter l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde qui se disputera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et une chose est claire, la France, elle arrive avec une armada monstrueuse, du talent à tous les postes, des joueurs capables de faire basculer un match sur une seule action, mais surtout une équipe fidèle à l'ADN de Didier Deschamps, pragmatique, solide, discipliné. En tant que supporter sénégalais, cette liste nous intéresse particulièrement. Dès le match ouverture, tu affronteras cette équipe de France-là, alors c'est intéressant de voir à quoi tu peux t'attendre avec cette liste. On va analyser ensemble les choix forts de Didier Deschamps, les surprises, les forces offensives incroyables de cette équipe. Ils font peur, mais ils ne sont pas invincibles. Alors installe-toi bien, lâche un like, abonne-toi, active la cloche des notifications et on rentre tout de suite dans l'analyse de la liste des Bleus. Au poste du gardien de but, franchement, il n'y a pas vraiment de surprise. Le numéro 1 sera Mike Maignan. Même si, soyons honnêtes, on n'est plus sur le très grand Mike Maignan d'il y a 2-3 saisons. L'AC Milan, la saison a été compliquée collectivement. Lui aussi, il a eu des moments un peu moins rassurants. Mais malgré tout, ça reste une valeur sûre. Dans les grands rendez-vous, c'est un gardien qui a de l'expérience, de la personnalité. Et Didier Deschamps aime énormément ce genre de profil. Derrière lui, Brice Samba, lui aussi, il a connu une saison un peu bizarre. Au début, avec Rennes, ça a été très compliqué, aussi bien dans les résultats que dans les contenus de match. Il a même, pendant une période, été écarté par le coach Habib Beye. Mais depuis le changement de coach et l'arrivée de Franck Hez, on a retrouvé un Brice Samba beaucoup plus serein, beaucoup plus performant. Et au final, ça reste quand même un très bon gardien de Ligue 1, avec un gros caractère et une présence. Et là, c'est la petite surprise, c'est Romain Risser. Et honnêtement, je trouve que c'est assez mérité. Lucas Chevalier ne jouait quasiment plus au PSG, donc forcément, ça devient compliqué de le prendre. Et Risser, malgré quelques petites erreurs sur la fin de saison, a montré énormément de qualité cette année avec Lens. Alors oui, il y a eu des moments compliqués. Le match contre Monaco, par exemple, où Lens mène 2-0 et il ferme mal son premier poteau sur le but de Balogun. Ça relance complètement Monaco qui finit par gagner le match 3-2. Il y a aussi cette erreur contre Toulouse sur la frappe de Caceres où le ballon lui échappe des mains. Mais voilà, faut aussi se rappeler que c'est un garçon qui découvre encore le très haut niveau. C'est sa vraie première saison en Ligue 1. Il est encore en apprentissage et malgré ça, dans l'ensemble, il a été régulier et surtout très intéressant dans beaucoup de matchs. En défense centrale, là aussi, on est sur du très classique pour Didier Deschamps. Pour moi, la charnière centrale sera William Saliba et Dayo Upamecano. C'est la paire qui part avec une longueur d'avance, surtout parce que Deschamps aime leur complémentarité. Saliba pour la sérénité et la lecture du jeu, Upamecano pour l'impact physique et l'agressivité dans les duels. Derrière eux, tu retrouves Ibrahima Konaté, qui reste une valeur très fiable dans ce groupe. Même quand il n'est pas titulaire, Deschamps sait exactement ce qu'il peut apporter, surtout dans les gros matchs où il faut répondre physiquement. Et puis, il y a Maxence Lacroix, lui qui a découvert l'équipe de France pendant la trêve internationale du mois de mars contre le Brésil et la Colombie. Et honnêtement, il a fait très bonne impression. Le match contre la Colombie, notamment, où il a démarré titulaire, je l'ai trouvé très solide, très propre, propre dans les relances, agressif quand il le fallait. On ne l'a pas senti vraiment dépassé par les événements. Et au final, ça vient surtout confirmer sa très grosse saison avec Crystal Palace aujourd'hui. C'est clairement devenu le patron de cette défense-là. Il a pris énormément de maturité dans son jeu et ça se voit. Crystal Palace fait une très bonne saison européenne avec une finale de Conference League à jouer. Sur les côtés, on retrouve à gauche Lucas Digne et Théo Hernandez. Et à droite, Malo Gusto avec Jules Koundé. Je sais que les frères Hernandez font énormément de débats. Théo, lui, joue actuellement en Arabie Saoudite avec le club de Al Hilal. Donc forcément, il y aura des gens qui vont dire qu'il n'a même plus le même niveau et qu'il ne devrait pas être titulaire. Mais on connaît Didier Deschamps. Lui, il regarde énormément tout ce qu'il y a autour. L'expérience, la connaissance du groupe, les automatismes, le vécu en sélection. Et Théo, il coche toutes les cases. Et puis malgré tout, ça reste un joueur capable de faire des différences énormes offensivement dans les transitions, dans les projections, avec la vitesse. Il peut faire très mal. Lucas Hernandez aussi, c'est un nom qui revient souvent dans les débats. Mais honnêtement, les gars, moi, je trouve qu'il fait plutôt une bonne saison au Paris Saint-Germain. Alors oui, c'est pas un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur quand même qui rentre dans les grands matchs du PSG. On l'a vu notamment rentrer contre Chelsea, rentrer contre le Liverpool, mais aussi en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern. En plus, il a cette particularité de pouvoir jouer en tant que défenseur central, mais aussi en tant que latéral gauche. Et il a aussi cette expérience internationale. Ça commence à faire pas mal d'années qu'il est dans le groupe France. Jules Koundé reste malgré tout une valeur sûre. Alors oui, sa saison avec le FC Barcelone est beaucoup moins impressionnante que l'année dernière. Je trouve même qu'il a eu des passages assez moyens cette saison en équipe de France, mais c'est un joueur important
Déjà parce qu'il connaît parfaitement ce système, mais aussi parce qu'il apporte du leadership dans le groupe. Gusto, lui, ça a un profil totalement différent, beaucoup plus explosif, beaucoup plus offensif, avec une grosse capacité à répéter les efforts. Ça donne aussi à Didier Deschamps plusieurs options selon les adversaires et le scénario des matchs. Au milieu de terrain, franchement, il y a énormément de qualité. Et surtout, tu retrouves encore cette idée de Deschamps, des joueurs capables de courir, d'être solides physiquement, mais aussi de faire la différence avec le ballon. Zaïre Emery, déjà, quelle saison, honnêtement, Luis Enrique, il lui a fait passer un cap énorme. À un moment donné, il avait même disparu de l'équipe de France, hein. Il était même retourné chez les espoirs. Et aujourd'hui, tu regardes ces matchs avec le PSG, c'est devenu un vrai gros milieu. Physiquement, il est monstrueux dans les répétitions des efforts, dans l'intensité, dans les courses. Il est partout. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il peut même dépanner en tant que latéral droit sans perdre en niveau. Franchement, il a énormément mûri dans son jeu. Aurélien Tchouameni aussi, malgré tout ce qu'il y a eu autour du Real Madrid cette saison, je l'ai trouvé très bon. On a beaucoup parlé de ces histoires extrasportives, de la bagarre avec Valverde et tout ce qui a circulé dans les médias. Mais sur le terrain, honnêtement, ça a été l'un des joueurs les plus réguliers du Real Madrid. Et quand tu vois le Real à quel point c'est fragile collectivement, ça rend ses performances encore plus impressionnantes. Il est présent dans le 11 type de la Liga. Rabiot, c'est typiquement l'un des soldats de Didier Deschamps. Même si à Milan a vécu une saison compliquée, lui, il reste performant. Il a toujours ce mélange entre impact physique, qualité technique et capacité à se projeter vers l'avant. Et mine de rien, Rabiot, c'est aussi un joueur qui marque des buts importants. Et bien évidemment, N'Golo Kanté, lui, c'est presque à part. À chaque grande compétition, Deschamps le reprend parce qu'il sait que c'est un joueur qui apporte énormément dans une équipe. En plus, il a quitté l'Arabie Saoudite pour revenir en Europe du côté du Fenerbahçe, ce qui lui permet de retrouver du rythme et de l'intensité avec ballon, sans ballon, dans les transitions, dans le pressing. Kanté, ça reste Kanté. Pour Manu Koné, honnêtement, je suis un peu mitigé. Je me dis, ok, sa sélection peut être compréhensible en équipe de France. Il a souvent été intéressant. À la Roma, c'est un petit peu plus discret parce que c'est pas un club ultra exposé médiatiquement en France, mais ça reste un joueur avec énormément de qualité. Mais par contre, la vraie déception pour moi, c'est clairement Tolisso. On est obligé d'en parler parce que honnêtement, sa saison avec Lyon, elle est énorme, vraiment énorme. Si Lyon est encore dans la course à la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Il a porté cette équipe dans les moments compliqués, il a marqué des buts décisifs, il a montré du leadership. Franchement, il faisait une saison d'un niveau équipe de France. Donc forcément, quand tu vois qu'il n'est pas dans la liste, ça fait un petit peu débat. Et je pense que beaucoup de gens vont avoir du mal à comprendre cette absence. Moins celle de Kamavinga, par contre, qui, lui, a disparu cette saison, honnêtement, entre les pépins physiques, son niveau de jeu assez moyen dans une équipe qui était clairement dans les grands matchs en perdition. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si Kamavinga n'est pas sélectionné pour cette Coupe du Monde, ce n'est pas un scandale. Alors devant, on est sur la sélection au potentiel le plus impressionnant. C'est terrifiant, les gars. Quand tu regardes des noms comme Dembélé, Mbappé, Cherki, Doué, Olysée, Barcola, Akliouche, Thuram, Mateta, honnêtement, le potentiel offensif, il est monstrueux. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que cette attaque peut absolument tout faire. Tu as besoin d'un joueur qui attaque la profondeur, tu as Mbappé. Tu as besoin d'un créateur capable de casser des lignes par la passe, tu as Cherki ou Olysée. Tu as besoin d'un joueur capable de prendre son couloir et d'éliminer en un contre un, tu as Barcola. Et si tu veux un vrai point d'appui, un attaquant capable de jouer dos au but, de garder les ballons et de faire remonter le bloc, t'as Mateta et Thuram. Et puis t'as Dembélé. Honnêtement, aujourd'hui, Dembélé n'a plus rien à voir avec le Dembélé du Barça. Avant, on voyait surtout un joueur spectaculaire mais frustrant, capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'est devenu un joueur mature, décisif, constant dans les grands matchs. Et c'est là que ça devient intéressant pour l'équipe de France. Parce qu'avant, le leadership offensif de Mbappé ne se discutait même pas. C'était logique. Mais aujourd'hui, Dembélé, il a changé de dimension. Le mec, il gagne des Ligues des Champions. Il est Ballon d'Or. Il est même favori à sa propre succession cette année au Ballon d'Or. Forcément, ça change certaines choses dans la hiérarchie. Et honnêtement, si tu es Dembélé aujourd'hui, je suis pas sûr que tu te dis automatiquement, ok, Mbappé est au-dessus de moi et que je vais lui laisser la place, parce que là, on parle de deux superstars mondiales capables de porter une équipe à eux seuls. Donc, à voir comment ces deux joueurs vont pouvoir coexister ensemble. Après, attention, Mbappé, ça reste Mbappé. On peut toujours critiquer son état d'esprit, son individualisme, mais ça reste quand même un joueur de classe mondiale. Et en équipe de France, en termes de niveau de jeu et en termes de statistiques, c'est impressionnant. On parle d'un joueur qui est en course pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection. Une sélection qui a connu des joueurs comme Trezeguet, Thierry Henry, Platini, Jean-Pierre Papin. Donc les gars, quand même,
c'est Mbappé. On sait en équipe de France, c'est une valeur sûre et qui te marquera des buts. Marcus Thuram aussi, on sait très bien que lui aussi fait énormément parler. Moi, je suis pas un grand fan de Thuram, mais en Serie A, du côté de l'Inter, il performe plutôt bien. Sa complémentarité avec Lautaro Martinez est très intéressante. Alors, on pourra toujours débattre, est-ce qu'il a le niveau équipe de France, est-ce qu'il n'a pas le niveau. Mais selon la logique du sélectionneur, c'est un joueur qui vit très bien dans le groupe. Jean-Philippe Mateta qui prend la place de Randal Kolo Muani. Alors, on sait Mateta, s'il est présent dans cette liste-là, c'est parce que Hugo Ekitike s'est blessé gravement et qu'il a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Ça reste un bon joueur depuis quelques saisons. Il fait des belles choses du côté de Crystal Palace. En plus, il a un profil totalement différent des autres attaquants. Bradley Barcola, sur son couloir tellement dangereux, tellement de verticalité. Désiré Doué aussi, voilà, tellement impressionnant, que ce soit sur le plan défensif, mais aussi offensivement avec sa qualité technique. Un Cliouche, moi, je suis aussi partagé, parce que du côté de Monaco, qui a fait une saison cataclysmique, qui est même pas qualifié pour la Ligue des Champions, même pas non plus pour la Ligue Europa, à Cliouche, vraiment, qui a fait une saison mi-figue, mi-raisin, il a manqué énormément de constance. Il y a des matchs où il a été très intéressant, et puis il disparaissait pendant 2-3 matchs. Voilà, donc à Cliouche, honnêtement, oui. Allez, on va dire en équipe de France lors du rassemblement du mois de novembre aux États-Unis contre le Brésil et la Colombie, notamment contre la Colombie, il a été très intéressant. Deschamps a dû être satisfait de son état d'esprit, de son investissement. Ryan Cherki et Michael Olise, eux seront les dépositaires du jeu. C'est pour ça que je pense qu'il a pris 5 milieux de terrain et 9 attaquants. Je pense qu'il compte installer au milieu de terrain un double pivot et mettre un numéro 10. C'est pour ça qu'il a simplement mis 5 milieux de terrain pour simplement 2 titulaires et pris 9 attaquants pour positionner un numéro 10, que ce soit Ryan Cherki ou Michael Olise, voire Désiré Doué aussi qui peut jouer dans ce poste-là. Donc, dans cet état d'esprit, il partira avec un double pivot, un milieu à 2, avec un numéro 10 positionné un petit peu plus haut sur le terrain. Ce qui peut être très cohérent, parce que si tu as un Ryan Cherki positionné en numéro 10, avec sa qualité de passe, sa vision du jeu, ça peut être très dangereux, ou un Michael Olise aussi. Au final, cette liste, elle ressemble totalement à Didier Deschamps. Très équilibré, très réfléchi. Le choix fort finalement de cette liste, c'est surtout d'avoir sacrifié un milieu de supplémentaire comme Kamavinga pour ajouter un défenseur central avec Maxence Lacroix. Ça montre clairement l'idée de Deschamps, avoir beaucoup de sécurité défensive, jouer souvent avec un double pivot au milieu et laisser les joueurs offensifs faire la différence devant. Et franchement, quand tu regardes les profils offensifs qu'il a à disposition, ça peut faire extrêmement mal. Cette équipe de France est terrifiante, on va pas se mentir. Et forcément, dans une liste comme ça, il y a toujours des absents qui feront débat. Florian Thauvin, par exemple, oui, il a fait une bonne saison, oui, il revient bien, mais honnêtement, je pense qu'on est passé à autre chose. Deschamps regarde surtout vers la nouvelle génération maintenant. Et les Croupi Junior aussi auraient pu espérer une place à 19 ans, dépasser les 10 buts en première ligue pour une première saison avec Bournemouth. C'est pas rien du tout. Esteban Le Paul aussi aurait pu prétendre à une place dans ce groupe après sa très bonne saison du côté de Rennes, meilleur buteur de Ligue 1. Mais le problème, c'est que devant, il y a trop de monde. Tu as déjà quasiment 8 joueurs offensifs qui sont intouchables dans cette liste. Donc au final, il reste très peu de place pour les surprises. Même derrière, il y avait des profils intéressants. Mathieu Odol, par exemple, très bonne saison avec Lens. Adrien Truffert aussi, très bonne saison du côté de Bournemouth aussi. Mais voilà, la concurrence en équipe de France, elle est énorme à quasiment tous les postes. Par contre, malgré tout ça, pour moi, Tolisso reste la grosse absence. Maintenant, si on parle du Sénégal, honnêtement, on sait tous que ça sera extrêmement compliqué. On ne sera pas favori. Mais je pense sincèrement qu'on peut poser des problèmes à cette équipe de France-là. Et surtout au milieu de terrain. Parce que dans l'impact physique, dans l'intensité, dans les duels, dans l'agressivité, on peut rivaliser avec beaucoup d'équipes. Et si on arrive à imposer ce défi physique-là, si on arrive à prendre le contrôle du milieu, alors oui, cette équipe de France peut être mise en difficulté. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette liste-là. Quels sont les joueurs qui, selon vous, méritaient d'être dans le groupe? J'attends vraiment vos avis. N'oubliez pas de liker l'abonnement, activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite. Peace!